Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Julie Gacon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Lara Mercier, réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son ce soir, Bastien Varigo. C'est couru d'avance de la loi de refondation de l'école en discussion depuis hier soir à l'Assemblée nationale. On risque fort de ne retenir que l'écume, à savoir le débat sur les rythmes scolaires. Il y a pourtant tant d'autres choses à dire sur ce texte prévu pour être adopté par le Parlement au plus tard début juillet. Le numérique, par exemple. Vincent Peillon en a fait un des piliers de sa refondation, plaidant pour une stratégie numérique globale afin, et c'est le ministre qui parle, de faire entrer l'école dans le 21e siècle. Alors en quoi consiste cette stratégie ? L'objectif est ambitieux, il s'agit de rendre l'institution plus efficace en réduisant les inégalités via notamment la mise en place d'un service public de l'enseignement numérique. Autrement dit, l'école va tenter de se réapproprier un domaine qui lui échappe et pour mener à bien cette réappropriation, l'accent sera mis sur la formation des enseignants. Alors, toutes ces intentions semblent frapper au coin du bon sens. Après une succession de plans ayant eu pour principal objet l'équipement des établissements, voici enfin venu le temps de s'interroger sur la finalité du numérique à l'école, à condition de se poser les bonnes questions. Dans un univers technologique en perpétuel mouvement, l'institution scolaire peut-elle faire autrement que de chercher à rattraper son retard pour être en phase avec l'époque ? Alors, quel sens donner au numérique à l'école ? C'est notre sujet du jour. Ils sont trois pour en discuter ce soir. Marianne Babi, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire générale adjointe du SNUIPP, le syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles principales, syndicat du secteur primaire. C'est ça. Pour discuter avec vous, Bernard Stiegler, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, vous dirigez l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. Vous êtes depuis peu membre du Conseil national du numérique. Parmi vos nombreuses publications, je citerai celle-ci, L'école, le numérique et la société qui vient aux mille et une nuits. C'est une discussion que vous avez notamment avec Philippe Mérieux et Denis Cambouchner. Et vous avez contribué au groupe de réflexion pour la refondation de l'école, groupe où vous avez peut-être croisé notre troisième invité qui a lui aussi participé. Il s'agit de Pierre Meuglin. Bonsoir. Bonsoir. Professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris 13. Vous êtes rédacteur en chef, enfin co-rédacteur en chef pour ne vexer personne de la revue Distance et Savoir consacrée à la formation à distance. Vous êtes l'auteur du Que sais-je ? Oui, car les Que sais-je à l'heure du numérique existent encore. Les industries éducatives, c'est publié au PUF et ça a été publié en 2010. Alors je voudrais qu'on démarre avec vous sur de la pure actualité. Il y a donc le débat qui vient de démarrer à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de la refondation de l'école. Et puis, il y a cette actualité économique autour du numérique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le journal du dimanche ce week-end, mais il y avait un long article qui expliquait qu'en Europe, d'ici à 2015, il y avait 900 000 postes à pourvoir, donc au niveau de l'Union européenne dans ce secteur. Est-ce que le sens du numérique à l'école, ça doit d'abord être celui-ci, Bernard Stiegler, c'est-à-dire remplir les cases qui sont vides au niveau de l'emploi, former donc une forme de prolétariat du numérique? Non, je ne pense pas. Je ne veux pas dire par là qu'il ne faille pas que l'école n'ait pas un rôle de formation professionnelle, évidemment, de mise à niveau, d'employabilité, comme on dit aujourd'hui, des jeunes gens qui vont à l'école. D'ailleurs, les parents l'attendent, évidemment, le patronat l'attend, le monde économique l'attend, et tout le monde l'attend. Et puis c'est une des fonctions qui est assignée à l'école. Et c'est une des fonctions qui est assignée à l'école. Mais l'enjeu n'est pas là. L'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est de construire une intelligence collective du numérique. Et ça, c'est un enjeu autrement plus compliqué. Autrement plus important, dirais-je surtout, car le numérique est en train de modifier les modes de vie individuels et collectifs, scientifiques, politiques, économiques, culturels et sociaux, au niveau, au moins, c'est évident, de la révolution que l'imprimerie avait produite au XVe siècle et de ce qui s'est passé avec la Grèce au moment de l'alphabet et même de ce qui est apparu avec les néolithiques. C'est vraiment des choses de cette ampleur-là. Donc la question est énorme, colossale, passionnante, fascinante. On ne peut que se réjouir d'ailleurs de voir le ministre de l'Éducation nationale s'y engager à fond, mais extrêmement compliqué.
Marianne Babi et Pierre Meuglin, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bernard Stiegler? Le véritable enjeu n'est pas là. Le véritable enjeu, c'est pas en tout cas de former des gens qui pourront trouver un emploi dans le numérique, parce que c'est dans le numérique aujourd'hui qu'on crée des emplois. Non, Marianne bien Babi. sûr, l'enjeu de l'école, les missions de l'école, les finalités de l'école, c'est bien de former les citoyens, et aujourd'hui les citoyens du XXIe siècle. Et on sait qu'aujourd'hui, pouvoir fonctionner dans la société, c'est aussi être en capacité d'utiliser le numérique dans sa vie quotidienne et éventuellement dans son emploi plus tard. Mais bien évidemment, il s'agit de pouvoir préparer les enfants, les futurs citoyens, à ces usages qui sont nombreux, complexes, qui mettent en jeu tout un tas de savoirs techniques, mais aussi de savoir-être, de savoir du vivre ensemble, qui relève bien évidemment des missions de l'école. Ce qui veut dire quand même que le numérique doit faire partie intégrante des programmes scolaires. Alors pour nous, bien évidemment, le numérique doit irriguer la vie de l'école aujourd'hui. On va avoir l'occasion sans doute de développer les différents aspects, mais bien évidemment, ça ne peut pas être à côté de l'école. L'école est insérée dans la société, et la société est aujourd'hui effectivement en train de vivre une révolution du numérique qui fait que l'école doit s'en emparer. Pierre Meuglin. Oui, moi je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que pour comprendre l'enjeu du numérique aujourd'hui, je pense qu'il faudrait se resituer dans le contexte qui, en 1830, a fait qu'un gouvernement, qui n'était d'ailleurs pas spécialement progressiste, c'était la monarchie de Juillet, un ministre Guizot, a dit qu'il fallait des manuels scolaires. Les manuels scolaires n'existaient pas avant. Pourquoi est-ce qu'il faut des manuels scolaires ? Parce que il faut uniformiser la langue, il faut harmoniser la culture nationale, il faut aussi développer des compétences qui vont être celles des cadres de la nation de l'époque, etc. Aujourd'hui, c'est le même défi. C'est le même défi, et la question c'est de savoir quels seront les éditeurs, quels seront les cadres politiques, quelles seront les organisations économiques qui contribueront à ce changement de paradigme. Ça veut dire que pour vous, Pierre Meuglin, le numérique c'est d'abord et avant tout un outil comme l'a pu l'être le manuel scolaire, ça ne va pas au-delà? Alors, ça c'est la thèse de Vincent Payon, qui dit très exactement le numérique c'est un outil. Moi je pense que ça va plus loin, c'est une manière de représenter le monde, de se représenter le monde, et c'est aussi une manière d'agir sur le monde. D'ailleurs, ce que Bernard Stiegler a dit tout à l'heure. Je voudrais, si vous le permettez, ajouter un second point pour enrichir notre discussion. Moi, il me semble qu'il faut éviter de parler du numérique en tant que tel. C'est un ensemble indifférencié, quand on parle du numérique, qui recouvre en réalité des choses très très différentes. Et il faudrait utiliser quel terme alors? C'est pratique en même temps. C'est tout à fait pratique, mais il faut distinguer. Voyez, le numérique à l'école, c'est, à mon avis, 5 grandes filières. D'abord, c'est le manuel qu'on appelait autrefois électronique ou numérique. Bon, c'est une filière tout à fait précise et qui renvoie d'ailleurs à des usages pédagogiques tout à fait particuliers. C'est aussi l'informatique pédagogique. Et ça n'a rien à voir. Des logiciels qui permettent d'apprendre en faisant. C'est la formation à distance. On en reparlera sans doute tout à l'heure. Mais c'est très important, ça. Aujourd'hui, la formation se fait à distance et en présentiel. C'est le ludo-éducatif, les serious games, les jeux sérieux. C'est une quatrième filière. Et ça n'a rien à voir avec les manuels, rien à voir avec la formation à distance, etc. Et puis enfin, c'est peut-être l'élément le plus important aujourd'hui dans le numérique, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'information et de gestion, c'est-à-dire les plateformes qui permettent d'aiguiller, de faire des carrefours entre des informations, des réseaux, etc. C'est 5 choses différentes. Alors, ces précisions étant données, et peut-être par facilité pour la compréhension du débat, on va quand même continuer à utiliser ce terme de numérique. Vous disiez, Pierre Meuglin, que ça doit aussi servir à appréhender le monde. C'est une des missions, d'ailleurs, une autre des missions qui est assignée à l'école, Bernard Stiegler. Appréhender le monde, ça suppose aussi qu'on puisse avoir un regard critique sur la société dans laquelle on vit. Ça aussi, c'est une des missions qui est assignée par l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le sens que l'on donne au numérique à l'école, cette dimension critique existe suffisamment? Non. Autrement dit, est-ce qu'il y a suffisamment de travaux de recherche pour amener cette critique? Non, c'est très très insuffisant, et il faut pas en faire grief à qui que ce soit, mais parce que c'est un état de fait qui correspond à une difficulté intrinsèque qui n'est pas conjoncturelle mais structurelle, et qui est induite par le fait que le numérique est une industrie extrêmement innovante qui se développe à une vitesse foudroyante, qui va infiniment plus vite que les institutions. Non seulement que les institutions, mais que la pensée des gens. Personnellement, je fais partie des gens qui sont qualifiés
réfléchissant sur le numérique. Bon, et je traîne derrière, bon, comme tout le monde. Bon, parce que le numérique se développe à une vitesse qui est véritablement très difficile à saisir. Alors, ce que je crois, c'est qu'il ne faut surtout pas essayer de suivre l'actualité. C'est une erreur totale, parce qu'en aucun cas une institution ne doit s'adapter à un milieu. Une institution doit instituer un milieu, donc elle ne doit pas s'y adapter, elle doit le créer, le milieu, le former, l'instaurer. Et donc c'est un geste qui doit être fondateur. D'ailleurs, le ministre parle de refondation de l'école. C'est comme ça qu'il faut prendre les problèmes si on veut parler de refondation. Pour moi, et je suis d'accord tout à fait avec ce que disait Pierre Meuglin, d'ailleurs à la référence à Guizot et au manuel scolaire qui était Louis Hachette, qui est à l'origine du succès du groupe Editis et de tout cela aujourd'hui. Le numérique, c'est un processus de publication d'abord. Mais quand vous dites, pardonnez-moi Bernard Stiegler, oui. Il ne faut pas suivre absolument l'actualité, vous voulez dire qu'il ne faut pas forcément équiper les écoles du dernier matériel en date parce que, voilà. Ça ne sert absolument à rien, sauf à garnir les carnets de commandes des industriels. Ça semble assez évident, mais il faut bien qu'il y ait des gens pour penser ce milieu en mouvement. Or, pour penser ce milieu en mouvement, il faut quand même justement avoir des intellectuels, en tout cas des chercheurs, des thésards qui réfléchissent à ce qui se passe. Pour penser ce milieu en mouvement, il faut d'abord une vision d'ensemble, désectorisée. C'est-à-dire que moi je pense qu'aujourd'hui, il est fondamental d'aborder le numérique à la fois par l'éducation nationale, mais je dirais d'abord par l'université, donc le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'industrie, le ministère de la Culture, parce que ça concerne l'édition, et donc ça concerne directement le ministère de la Culture, mais en fait l'ensemble des ministères, parce que le numérique affecte absolument tout, y compris la politique de la jeunesse, du sport, etc. Absolument tout. Donc il faut une vision d'ensemble, et dans cette vision d'ensemble, la difficulté, c'est que si on fonctionnait de manière rationnelle, ce qui est la moindre des choses quand on parle de l'école. En principe, à l'école, c'est le rationnel qu'on essaye de faire se développer. Si on fonctionnait de manière rationnelle, on devrait dire qu'il faut d'abord que le monde de l'université fasse des recherches sur le domaine et qu'ensuite on transfère. Ça n'est pas possible. Parce que le temps de transfert, précisément ce qu'on appelle en histoire des techniques, le temps de transfert est aujourd'hui réduit dans ces domaines-là à parfois 1 an, voire moins. Vous savez bien, tout le monde a vu que Facebook a explosé littéralement à la figure, y compris des gens qui l'ont créé, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Alors, il y a un problème de méthode. Moi, ce que je crois, comme Pierre Meuglin, c'est que le numérique, c'est pas du tout un outil. Le numérique, c'est le nouveau milieu du savoir. Par exemple, aujourd'hui, en mathématiques, la démonstration automatisée est une nouvelle question en mathématiques. Si on n'aborde pas cela dans la formation des enseignants en épistémologie des mathématiques, on ne fait pas son travail sérieusement. Mais pour aborder cela dans la formation des enseignants, c'est pas dans la formation des enseignants au numérique qu'il faut le faire. C'est dans les UFR de mathématiques. C'est dans les UFR de physique, de grammaire, etc. Donc, c'est l'ensemble du savoir qui est en train de muter avec le numérique. Et donc, il faut une politique de recherche de très haut niveau. Après, il faut mettre en place des dispositifs qui permettent que cette politique de recherche de très haut niveau ait un impact direct tout de suite en prise sur le terrain. Ça suppose de mettre en place des méthodes de recherche-action, comme on appelle. Et alors comment est-ce qu'on fait pour gérer cette quadrature du cercle, Pierre Meuglin, c'est-à-dire à la fois la nécessité de réfléchir et de questionner le numérique au niveau de l'université et qui demande un temps long, et puis ce temps court où il faut quand même adapter la pédagogie et l'enseignement à un monde technologique qui bouge sans arrêt. Du point de vue de la recherche, je dirige moi-même des thèses, comme Bernard Stiegler d'ailleurs, sur ces questions-là. Du point de vue de la recherche, la réponse est assez simple. Il faut éviter l'écume des jours et il faut essayer de découvrir les grandes mutations, les grandes logiques qui structurent les mutations. Je voudrais donner un exemple concret pour que nos auditeurs puissent bien voir de quoi il s'agit. On parle d'une grande encyclopédie aujourd'hui qui s'appelle Wikipédia. C'est une contradiction dans les termes. Car l'encyclopédie, telle qu'elle a été pensée au XVIIIe siècle, c'est une encyclopédie qui fait cercle. Cycle, c'est le cercle. C'est-à-dire, c'est un univers fermé. Wikipédia, c'est l'inverse. C'est un univers en expansion permanente. Mais là, vous redéfinissez ce qu'est le livre papier et le livre numérique. L'encyclopédie papier, c'est un univers refermé sur lui-même. Et une vision du monde qui est encyclopédique. Wikipédia, c'est un autre univers. C'est un univers en expansion. Vous voulez dire qu'un univers en expansion ne peut pas être encyclopédique, c'est ça que vous... En tout cas, il y a une contradiction dans les termes, en effet. L'idée du cercle refermé sur lui-même n'existe plus dans Wikipédia. On est dans une autre logique sociale. On est dans une logique de la découverte permanente, de l'augmentation permanente. C'est un peu ça, ce qui est en jeu.
Alors Marianne Babi, vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Il faudrait, dans un monde idéal, si en tout cas les choses avaient été prises à temps, encore que je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, mais que la réflexion arrive d'abord, c'est vrai que ça paraît logique, et puis ensuite on fait l'application. On applique notamment au niveau du secondaire et du primaire. Dans le primaire, alors il y a plusieurs choses qui se jouent dans la loi de refondation de l'école. Il y a notamment l'idée de scolariser les enfants plus tôt qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent, de revenir à une scolarisation à partir de l'âge de 2 ans. Est-ce qu'il faut que dès que les enfants entrent en classe en primaire, ils soient baignés dans un univers numérique pour être totalement adapté à ce monde-là, un petit peu comme on peut faire des accouchements, vous savez, en piscine, où voilà, on sait que les bébés qui vont être dans l'eau, ils apprendront à nager plus facilement par la suite. Écoutez, de toute façon, les enfants qui arrivent à l'école baignent déjà dans leur milieu familial, pour la grande majorité d'entre eux, dans un monde où les écrans font partie de leur univers. Donc, enfin, 3 ans, quand même, on n'est pas censé savoir servir d'une tablette ou d'un téléphone portable. Écoutez, la plupart des enfants, avant même d'arriver à l'école, ont déjà eu entre les mains, y compris des tablettes ou manipuler une souris. Et donc, on sait que les enfants n'arrivent pas neutres ou tout innocents par rapport à ces questions-là à l'école. Donc, ça serait paradoxal que l'école mette de côté toute cette dimension qui fait partie de la vie des familles aujourd'hui et dans lesquelles baignent les enfants. Donc, bien évidemment, l'école, et y compris dès l'entrée à l'école maternelle, doit être en prise avec la société, avec le temps, avec la vie des enfants, et mettre en place un certain nombre de pratiques et d'usages, mais qui sont des usages qui sont ceux de l'école. Utiliser le numérique, pour reprendre la formule large, à l'école, c'est identifier concrètement ce dont les enfants ont besoin. Alors bien évidemment, pour les tout petits, il ne s'agit pas de remplacer par le numérique tout un certain nombre d'activités qui sont nécessaires. On pense à la manipulation d'objets, de matières, qui est absolument fondamentale pour le développement psychologique et moteur des enfants. Il ne s'agit pas de, faire du modelage, par exemple, via des écrans aux enfants. Il s'agit bien évidemment d'équilibrer les activités, mais de ne pas mettre de côté toute cette dimension de la vie des écoles, de la vie des classes. Je pense à des classes maternelles qui ont des pratiques tout à fait innovantes dans ce domaine, qui ont par exemple aujourd'hui des cahiers de vie numériques avec des tablettes qui sont emportées à la maison, qui permettent de communiquer avec les familles sur les activités de la classe et qui enrichissent ce lien aux familles qui est fondamental, notamment à l'entrée à l'école. Bernard Stiegler, parce que l'école est ancrée dans la société, elle ne peut pas faire l'économie du numérique, y compris dès le plus jeune âge. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être protéger un peu les élèves pendant un temps et leur donner des savoirs fondamentaux pour ensuite aller vers le numérique ? Alors moi je crois d'une façon générale que l'école ne doit pas s'adapter à la société, en aucun cas. Elle doit instituer. Et le savoir en général, pas simplement l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école qui s'adapte, c'est l'école qui crée la société ? Je ne dirais pas qu'elle crée la société, mais elle doit instaurer une instance critique dans la société. Donc elle ne doit pas subir le flux du devenir tel qu'il arrive. Marcel Gauchet, dans un livre qu'il a coécrit avec 2 autres personnes, qui s'appelle « Les conditions de l'éducation », a montré qu'aujourd'hui, les conditions d'éducation scolaire ne sont plus remplies lorsque les enfants arrivent à l'école, dans de très nombreux cas, parce que l'éducation familiale qui précède l'école n'est plus assurée dans des conditions suffisamment bonnes. Bon. Je pense que le numérique aggrave très sensiblement cette situation. Il aggrave en quoi ? Il l'aggrave au sens où le numérique, par exemple, le numérique et les médias d'une façon plus générale, c'est pas simplement le numérique, là, ce sont tout ce qui est les médiations industrielles. Par exemple, en 15 ans, ça a été une étude de l'Université du Michigan. En 15 ans, en Amérique du Nord, le temps de discussion intrafamiliale entre parents et enfants a été divisé par 3. Ça signifie que tout ce qui constitue la relation familiale, qui est absolument capitale, tous les gens qui ont fait de la psychologie des enfants le savent, ou des adolescents, qui est la condition pour que le passage de l'enfance à l'âge adulte se produise à peu près comme il faut, finalement est refoulé, est
intériorisé et court-circuité. Et court-circuité par quoi ? Par des processus de captation de l'attention industrielle, par toutes sortes de voies qui sont aussi bien la télévision, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, etc. Je pense que c'est une catastrophe. Et je ne crois pas du tout que l'école doive en plus rajouter une couche là-dessus. Alors, moi, je suis depuis très longtemps un militant du numérique. J'ai fait une exposition au Centre Pompidou en 1987 qui s'appelait Mémoire du futur, qui était vraiment où je disais le 21e siècle sera numérique ou ne sera pas, quasiment. C'est-à-dire si on ne peut pas vous soupçonner d'être un anti je ne suis pas du tout technologie. anti-numérique, mais en revanche, j'ai beaucoup travaillé sur par exemple les travaux de Zimmerman et Christakis aux États-Unis, à Washington, avec de très nombreux chercheurs en Allemagne également, etc. Et d'abord, il est aujourd'hui attesté que ces médias posent des problèmes d'attention deficit disorder, c'est-à-dire des formes de pathologies nouvelles, etc. Et pas simplement chez les enfants. Nicolas Carr, qui est un très grand journaliste du New York Times, a publié The Shallows, qui a été traduit en français sur « Internet nous rend-il bêtes ?» Et il dit... Il a 55 ans. Il dit « J'ai milité pendant très longtemps pour le numérique. Stop !» Bon. Donc, et il dit « Je suis moi-même affecté et détruit dans mon attention, etc. » Donc, il y a en ce moment une alerte qui est posée sur ces questions-là, ce qui fait que je crois qu'il faut être quand même très prudent, et en particulier chez les enfants. Alors avant de redonner la parole à Pierre Meugla, je voudrais quand même une réaction de la représentante ce soir des professeurs des écoles, des enseignants, Marianne Babi. Il faut aussi les préserver, ces enfants. Vouloir à tout prix s'adapter à la société, c'est vrai que c'est subir, oui. Alors, il ne s'agit pas d'adapter les enfants à la société, mais en même temps que l'école vive dans la société dans laquelle elle se trouve. Donc, il ne s'agit pas de courir après les nouvelles technologies pour le plaisir de dire qu'on est dans son temps, mais bien de former les enfants à ces usages, parce que la fracture numérique existe, l'usage dans la famille, à la maison, de ces nouvelles technologies est très différente selon le milieu social auquel on appartient. Et donc, l'école doit avoir un rôle un petit peu de régulateur pour permettre à tous les enfants de se saisir de ces outils, d'apprendre à les gérer, à les utiliser et aussi à les critiquer, bien évidemment. Et donc, l'école a, de notre point de vue, une mission importante. Il ne s'agit pas pour autant de basculer dans un tout numérique qui écarterait les autres pratiques de l'école, qui là encore sont très diverses, très nombreuses et indispensables pour les enfants. Pierre Meugla, comment vous vous situez, vous, dans ce débat ? Est-ce que vous diriez que de la même manière qu'il y a des savoirs fondamentaux, il faut aussi se dire qu'il y a peut-être des méthodes d'apprentissage fondamentales qui font que le numérique doit arriver à l'école, bien sûr, mais dans un second temps ? Moi, je pense qu'il n'y a pas tant d'opposition que cela entre les deux interlocuteurs précédents. Il y a des nuances. Il y a peut-être, mais d'abord, Bernard Stiegler vient de dire une chose très importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est que si l'école a pour fonction d'instituer la société, c'est ce qui a donné le nom des instituteurs. Les instituteurs sont les instituteurs de la nation. Condorcet dit très exactement cela. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, je voudrais dire autre chose. Il faut, je crois, se méfier, et c'est ce que Madame vient de dire, il faut se méfier des apprentissages naturels, spontanés, avec lesquels les élèves, depuis leur plus jeune âge, viennent à l'école en croyant qu'ils savent faire. Un chiffre, 77% des 10-12 ans vont tous les jours sur Internet. Et parmi ceux-là, donc ça fait déjà beaucoup, il y a 90% qui se déclarent compétents ou très compétents. C'est précisément cette illusion-là qu'il faut mettre en question. Il faut la mettre en question comme on doit mettre en question cette petite escroquerie intellectuelle que représentent les digital natives, la formule de Prensky, qui d'ailleurs était un journaliste et pas vraiment un chercheur. C'est-à-dire l'idée que ces gens-là sont nés dans le bain et ils savent se servir spontanément de tout ce qui fait l'environnement numérique. C'est pas vrai. En fait, quand on regarde de près les choses, comme la recherche le fait, on s'aperçoit que non. Ils font, effectivement, ils y arrivent, mais difficilement, avec beaucoup de dépenses, beaucoup d'énergie. En outre, les résultats auxquels ils arrivent restent au ras des pâquerettes, ne sont pas distanciés, ne sont pas mis en perspective. Autrement dit, tout le travail d'institution de la société reste à faire à l'école. Cette illusion-là, elle n'existe pas, Pierre Meugla, dans le corps enseignant. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon d'aborder le numérique qui est un petit peu à côté de la plaque et où il faudrait instituer de véritables formations, mais aussi des formations critiques sur le sujet pour que l'utilisation du numérique à l'école soit peut-être plus pertinente. Vous dites, par exemple, j'étais frappé, alors dans le que sais, je ne sais pas si ce sont des chiffres qui sont encore valables, mais par rapport à l'utilisation d'Internet en classe,
Vous dites que depuis le milieu des années 2000, on voit progressivement l'utilisation d'Internet baisser dans les écoles. En France, j'étais assez étonné par ce constat. Oui, alors c'est effectivement quelque chose de très intéressant à étudier. Il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est que les enseignants sont de très grands utilisateurs des outils, des nouveaux outils, disons, ou du numérique si vous voulez. Mais ils sont de très gros utilisateurs pour préparer leurs cours. Dans la partie maison, domicile. Ils ont des bases de données, ils échangent avec des pairs, ils utilisent des réseaux, ils archivent leurs propres ressources, ils font des diaporamas pour pas utiliser le nom du fabricant qui les fabrique en majorité. Bref, ce sont des gros utilisateurs. Et en classe, ils s'en servent beaucoup moins. Et en effet, ils s'en servent beaucoup moins parce qu'ils savent que c'est compliqué, que se servir des outils et des médias éducatifs, c'est pénible, c'est dur, ça demande des conditions pédagogiques, organisationnelles qui ne sont pas toujours acquises, et donc ils hésitent en effet. Je vais citer quelqu'un que vous connaissez, Bernard Stiegler, Julien Gauthier, qui était venu d'ailleurs dans cette émission. C'est dans le livre auquel vous avez contribué aux éditions Mille et une nuits. Il dit « Ce ne sont pas de meilleures compétences instrumentales qui font essentiellement défaut aux enseignants, mais une plus grande culture des techniques. » Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, alors c'est ce que je souhaitais ajouter. Justement, nous sommes avec Julien très d'accord sur ce plan-là en particulier. Le numérique pose un nouveau problème du rôle des supports techniques du savoir dans les accès au savoir. Et pas seulement le numérique lui-même, l'écriture d'abord. Par exemple, la théorie de la grammaire, qu'on a eue pendant très longtemps, qui est à la base, comme Sylvain Auroux l'a très bien montré, de la philosophie moderne. Je veux dire, la philosophie du sujet de Descartes. Descartes, qui dit « je pense, donc je suis », le dit dans un contexte où ce qu'on appelle la grammaire de Port-Royal et tous ces dispositifs sont en train de se mettre en place. Bon. C'est une période, comme le montre Roux, de grammatisation du monde, c'est-à-dire que le monde, à cause de l'imprimerie, est en train de transformer grammaticalement tous les idiomes du monde, parce qu'en plus c'est la période de la colonisation. De cela surgit, grosso modo, la question grammaticale. Et d'ailleurs, Chomsky reprend chez Descartes sa base. Bon. Or, cela, c'est pas du tout une production du Saint-Esprit ou de la métaphysique. C'est une réalité industrielle. Je dis vraiment industrielle, c'est-à-dire qu'il y a un processus de transformation par une industrie nouvelle qui est en train de naître, qui est l'industrie de l'imprimerie, de l'édition, qui modifie les langages. Les typographes, par exemple, vont devoir apprendre à typographier, c'est-à-dire à orthographier d'une manière particulière. Il va falloir normaliser, standardiser. Ça, c'est l'origine de la grammaire. Or, la grammaire, on nous l'enseigne en général, comme tomber du ciel des idées de Platon ou de la table des catégories d'Aristote transformée en je ne sais quoi et passée par la linguistique. Mais en fait, il y a à tout ça des conditions techniques du savoir. Husserl a également montré que la géométrie n'existe pas sans l'écriture et que sans l'écriture alphabétique, la géométrie au sens occidental du terme, parce qu'il y a aussi une géométrie chinoise qui est différente, il ne peut pas y avoir d'opération géométrique. L'histoire de Thucydide, etc., n'est pas concevable sans l'écriture. La physique est liée à des instruments de travail, d'observation, de mesure que l'on n'étudie jamais. Personnellement, j'avais dit un jour, j'avais fait une proposition qui était de dire on ne devrait plus donner l'agrégation de mathématiques à des gens qui ne connaissent pas l'histoire matérielle des mathématiques. Les mathématiques, ce ne sont pas des idées qui tombent du ciel. C'est lié à des technologies intellectuelles, comme les appelait Jack Goody. Aujourd'hui, il est temps d'introduire le savoir des technologies intellectuelles, dont le numérique est la pointe la plus développée et constitue un enjeu industriel, comme le dit Pierre Meuglin, d'industrie éducative colossale où l'Europe risque de sombrer si elle ne voit pas l'enjeu. Alors si on a une vision assez optimiste, on peut se dire que à terme, de toute manière, les enseignants finiront par être baignés dans cette culture et qu'il y aura peut-être une grammaire numérique qui semblera elle aussi tomber du ciel comme la grammaire traditionnelle d'aujourd'hui. Est-ce qu'en attendant, il faut presque se dire qu'il y a une sorte de génération perdue d'enseignants, puisque ceux qui sont en activité aujourd'hui ont peut-être du retard par rapport à ceux qu'ils sont censés former, et que il y a une forme de sacrifice à faire d'une partie des enseignants qui de toute manière ne pourront pas rattraper ce retard et ne pourront pas acquérir cette grammaire. Marianne Babi, c'est extrêmement pessimiste. Oui, c'est une vision un peu noire qu'on ne va pas forcément partager.
D'une part parce que les enseignants font preuve d'une certaine inventivité, d'un certain volontarisme et à créer des outils, créer de la ressource, créer du métier avec ces outils. Alors pas forcément de la façon la plus satisfaisante toujours, parce qu'il manque de formation. D'ailleurs, vous avez commencé l'émission en parlant de la loi d'orientation. Nous, on se félicite effectivement que le numérique soit placé comme un des piliers de la refondation. Néanmoins, un des manques dans cette loi de refondation, c'est tout ce qui concerne la formation continue, et on sait combien il y en a besoin, notamment sur ces questions-là. On pense aussi qu'effectivement la recherche doit alimenter les enseignants pour, en créant de la pensée, en créant des savoirs, leur permettre de faire mieux. Donc, génération d'enseignants sacrifiés, sûrement pas, parce que les choses se font. Parce que les gens sont là et avancent. Génération de pionniers, au contraire. Alors peut-être d'une génération de pionniers, avec des pionniers plus ou moins éclairés, plus ou moins inventifs, mais en tout cas des choses se font. Oui, mais comme un enseignant, par exemple, alors avec les outils qu'il va tenter de mettre en place, peut résister à, alors cité tout à l'heure Wikipédia, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux qui font que il doit se sentir tout petit par rapport à ces usages que peuvent avoir les élèves. Comment est-ce qu'on arrive, par exemple, quand on est en cours, à redonner la place qui doit être la sienne à l'enseignant, c'est-à-dire la place principale, et à ne pas dire, en gros, notre savoir, il est à peu près équivalent parce que vous avez accès à la même masse de savoir que moi qui suis votre professeur. Alors, d'abord, les enseignants n'ont pas une perception d'un outil magique qui va régler tous les problèm d'apprentissage. Les enseignants peut-être pas, mais les élèves, c'est possible. Les élèves peuvent avoir cette représentation, mais il appartient bien alors aux enseignants de mettre en place des activités qui montrent que ça n'est pas le cas. Donc l'enseignant, ça fait un peu bouger le métier parce qu'il devient un petit peu en charge d'apprendre aux enfants à trier, classifier, hiérarchiser les informations qu'ils trouvent, et donc ça peut déplacer un petit peu son rôle. En même temps, c'était déjà des activités qu'il menait dans des activités de recherche documentaire sur des livres et autre chose. Donc ça transforme un peu le métier. En même temps, ça ne transforme pas forcément les pédagogies. C'est pas du tout un outil magique. Ça va reproduire des pédagogies telles qu'elles sont. Donc nous, on pense qu'il faut énormément de formation pour outiller les enseignants sur un certain nombre d'aspects techniques, mais aussi d'aspects professionnels. Comment aujourd'hui se situe l'enseignant dans l'utilisation de ces technologies qui envahissent effectivement le quotidien des enfants, mais qui sont aussi incontournables dans la vie des écoles. Moi, je voudrais juste relativiser aussi par rapport à l'équipement, parce que aujourd'hui en France, il y a à peu près 8 ordinateurs pour 100 élèves. C'est bien inférieur, par exemple, au taux d'équipement en Grande-Bretagne, où il y en a 17 pour 100 élèves. Et donc, ça relativise aussi la place de ces nouvelles technologies dans les pratiques des classes au quotidien. Pour rester sur la stratégie que peuvent mettre en place les enseignants par rapport au numérique, alors je vais encore citer ce qui est en train de devenir ma Bible, c'est l'école, le numérique et la société qui vient. Cette fois, c'est Denis Cambouchner qui intervient également dans cet ouvrage et qui dit ceci. Je voudrais vous entendre votre réaction, Pierre Meuglin, là-dessus. Il dit « Si vous donnez aux étudiants un travail à faire sur tel thème chez tel auteur, ils pourront très vraisemblablement trouver sur le net quantité d'informations qu'ils pourront exploiter de manière plus ou moins heureuse ou explicite. Mais si vous leur donnez à comparer 2 textes ou 2 auteurs sous un angle déterminé, la part d'informations exploitables à titre direct se réduit déjà considérablement. En bref, l'invention pédagogique sera toujours le meilleur antidote à la standardisation des modes de travail. Le numérique, ça pousse aussi peut-être à être inventif sur le plan de la pédagogie. Oui, certainement. Mais Mme Abi a dit quelque chose de très important. Il n'y a pas de détermination automatique entre une technologie et une pédagogie. Moi, je vais vous dire une chose. Toutes les semaines, je fais un cours, alors c'est à l'université, je fais un cours en visioconférence. Mes étudiants sont à Paris, mais il y en a d'autres avec leurs collègues, d'ailleurs, avec leurs profs, qui sont à Lille, d'autres à Grenoble, il y en a à Montréal et à Tananarive. Et on fait ça depuis 13 ans, ça fait un petit bout de temps. Et vous le faites de la même manière que vous le faisiez avant ? Alors, pas du tout. On le fait beaucoup plus magistral qu'avant, beaucoup plus magistral. Parce que la visioconférence nous oblige à structurer. Mais il y a beaucoup d'autres acquis par ailleurs. Après, les étudiants dialoguent les uns avec les autres, ils se repassent les modules qu'on a faits. Bref, la pédagogie évolue, mais pas de façon déterministe parce qu'on a introduit une nouvelle technologie. C'est simplement parce qu'après, il y a de la richesse, il y a des ressources documentaires que des étudiants, certaines années oui, certaines années non, d'ailleurs, arrivent à saisir. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce qui a été dit est aussi très important concernant l'évaluation. Lorsque
On demande, et pour reprendre la phrase que vous avez citée de Denis Kambouchner, lorsque on demande à des élèves d'organiser eux-mêmes leur savoir, on ne peut plus les évaluer sur la conformité de leur rendu à ce que le prof a dit. On doit les évaluer sur leur autonomie. Et ça, c'est très compliqué, parce que quels sont les critères qui permettent de juger d'une autonomie d'un élève ? Bernard Stiegler. Je crois qu'on est dans une période de transition. Et que c'est d'ailleurs vrai pour l'école comme pour l'ensemble du monde et de l'économie, en particulier de l'économie industrielle. Dans cette période de transition, je crois qu'il faut adopter des méthodes de travail et des démarches exceptionnelles. Personnellement, j'ai proposé dans un article qui a été publié par un industriel du numérique d'ailleurs, que le gouvernement français lance chaque année et pendant 5 ans 500 thèses dans toutes les disciplines sur le numérique. Et que ces 500 thèses soient conditionnées à 2 choses. Premièrement, qu'elles utilisent le numérique dans leur publication. J'ai même des discussions avec France Télévisions sur ce sujet, parce que moi je soutiens que France Télévisions devrait devenir les presses universitaires de France de demain en multimédia, et avec des missions de valorisation, de vulgarisation, mais aussi de littérature grise, etc. Et France Culture, bien entendu. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, vous avez failli nous oublier. Et France Culture, bien entendu. Mais d'autre part, je pense qu'il y a un chantier et de l'industrie éditoriale à venir qu'il faut soutenir, il y a une logique de cohésion d'une politique gouvernementale par rapport à cela. Ces synthèses devraient être financées également pour contribuer à cela, et dans des méthodes qu'on appelle de recherche contributive ou de recherche-action, qui permettent de travailler directement avec les enseignants, les élèves, les parents même, et les élus, au niveau de ces jeunes chercheurs, avec un encadrement exceptionnel pour faire monter très haut en valeur l'intelligence collective du sujet. Ça ne coûte pas très cher, c'est une réorientation des crédits de l'ANR ou de crédits existants, mais ça doit bâtir une nouvelle politique nationale du numérique. Vite, il est 18h57 sur France Culture, l'heure du contrepoint de Julie Gacon. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous poursuivez la réflexion autour du numérique avec une autre personne qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Et à comment Google modifie notre rapport à l'orthographe, puisque Pierre Meuglin rappelait en début d'émission qu'au début du 19e siècle, le manuel scolaire aussi avait contribué à normaliser l'orthographe et abouti à une certaine régularisation de la langue, avec l'Académie française chargée de dire quelle est la bonne graphique, l'orthographe. Voilà, cette fois, ce ne sont pas les pouvoirs culturels ou politiques qui nous imposent leur idée de la langue, mais un industriel hégémonique, ou comment Google a réussi à étendre le capitalisme à la grammaire. Explication de Frédéric Kaplan, il est le responsable de la chaire Digital Humanities, Humanité digitale à l'École polytechnique de Lausanne. De plus en plus, dans nos expressions écrites en particulier, et peut-être demain même dans certaines expressions orales, nous avons des algorithmes qui sont entre notre intention et notre expression. C'est-à-dire quand vous tapez un mot, il va être prolongé d'une certaine manière, on va vous proposer des suggestions, on va éventuellement corriger certaines fautes d'orthographe, et en tant que tel, je pense que ça a déjà des effets sur notre manière d'écrire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces prolongations, ces suggestions, cette intermédiation des algorithmes, elle est faite dans un contexte où les mots eux-mêmes ont une valeur économique très importante. C'est-à-dire que le modèle commercial d'une entreprise comme Google est basé, comme vous le savez, sur la vente de mots aux enchères. C'est un domaine extrêmement lucratif puisque ça représente 40 milliards de dollars par an. Ça veut dire des centaines de milliers de dollars en quelques minutes. Et il y a une véritable bourse des mots qui fait que certains mots ont de la valeur et d'autres pas. Ça peut changer selon les saisons, etc., etc. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que quand vous avez une situation où effectivement un algorithme va vous prolonger un propos, va vous corriger une faute d'orthographe, va vous amener vers une structure peut-être plus statistique de votre expression, eh bien, elle ne fait pas que vous rendre service, mais il se trouve que par un effet de bord, ça transforme une ressource qui n'avait pas de valeur au départ, comme un mot mal orthographié, en une ressource qui a effectivement de la valeur, sur laquelle il peut y avoir une enchère et qui contribue au modèle commercial de ce que j'appelle ce nouveau capitalisme linguistique. Donc c'est un phénomène qu'il faut étudier, je pense avec attention, dont on a du mal aujourd'hui à mesurer exactement toutes les conséquences linguistiques et qui nécessite d'ailleurs de développer des nouveaux outils pour tenir à jour à la fois les effets de ces interfaces d'autocomplétion et de prolongation et puis je dirais presque un dictionnaire de cette langue commerciale. Quelle est-elle ? Quels sont les mots qui ont de la valeur ? Quels sont ceux qui n'en ont pas ? Est-ce que nous avons un sous-ensemble de la langue qui est économiquement viable et un autre qui ne l'est pas ? Est-ce qu'on nous prolonge nos propos vers ce sous-ensemble qui a commercialement de la valeur?
Voilà, encore un élément de réflexion. Il y en aura eu beaucoup ce soir. Celui de Frédéric Kaplan, vous pouvez le retrouver en version longue sur notre site franceculture.fr. Merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Merci Marianne Babi, Pierre Meuglin, Les Industries Éducatives au PUF dans la collection Que sais-je. Merci à vous Bernard Stiegler. Je ne vais pas reciter le livre que j'ai abondamment cité, mais par contre, vous publiez le 27 mars chez Flammarion Pharmacologie du Front National, ouvrage dans lequel il est justement question de Frédéric Kaplan. Tout se tient. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poster vos commentaires sur notre site à la page du Grain à Moudre. La réécoute, c'est pendant 1000 jours. Les podcasts, c'est pendant 1 an.